C'était une aventure extraordinaire, mais un challenge physique, mental, que je n'avais jamais connu auparavant. Qui forge le caractère, je pense. Et aussi qui te permet de voir les valeurs intrinsèques des personnes dans une société. Donc la façon dont l'entreprise a réagi et un très grand nombre de personnes, parce que c'est les gens qui font l'entreprise, ont réagi pour sauter, pour vraiment aider, pour y aller, pour pas regarder, je dirais, l'impact sur leur propre santé presque, pour pouvoir éviter la catastrophe et aider les patients. Je pense que c'était aussi une très belle expérience. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute. Hello Bertrand, merci Salut Paul. De me recevoir. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Ouais, merci beaucoup de me recevoir aussi dans ton podcast. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors bonjour, je m'appelle Bertrand Sauvageon, je suis CEO d'une société qui s'appelle Hello Health, qui est une société qui travaille dans le domaine de la santé digitale, qui fait l'équivalent de Doctissimo en France ou WebMD, Healthline aux États-Unis, en langue locale dans 8 pays en Asie du Sud-Est. Ok, super. Alors on reviendra sur Hello Health plus tard. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer d'où tu viens, où est-ce que tu as étudié, le début de ton parcours? Ok. Alors, je suis né au Mans, dans la Sarthe, donc je suis un Manceau. J'ai étudié jusqu'à mes 18 ans, passé mon bac au Mans. Ensuite, je suis allé étudier en prépa à Tours. J'ai passé les concours des grandes écoles de commerce. J'ai intégré l'EDEC. Ensuite, service militaire. Oui, qui était encore à l'ordre du jour. Qui était à l'ordre du jour. Donc, le choix, c'était en caserne pendant 12 mois où il y avait cette opportunité offerte aux jeunes diplômés français de trouver soit une entreprise, soit une administration et d'aller travailler à l'étranger pour cette entreprise, cette administration pendant 18 mois avec un salaire. Et cette opportunité m'a semblé absolument adaptée à ce que je voulais faire. Donc, je cherchais à partir en Asie pour commencer ma carrière, pour découvrir de nouveaux horizons. Et donc, j'ai trouvé ce qu'on appelait à l'époque une coopération avec une société qui s'appelle Ipsen, société pharmaceutique française. Et donc, j'ai fait toute la première partie de ma carrière avec Ipsen, en commençant au Vietnam. Super. Et donc, ça a été une opportunité, ce début, et tu es directement allé au Vietnam, tu es allé en Asie. De façon intéressante, Ipsen avait prévu dans un premier temps de m'envoyer dans différents endroits en Asie pour apprendre un petit peu l'entreprise, pour comprendre les différents métiers. Et donc, j'ai été envoyé pendant 6 mois en mission, 2 mois à Kuala Lumpur, qui était le siège régional. Ensuite, 1 mois à Jakarta pour faire une étude de marché dans le domaine des pharmacies, ce terrain. Et puis ensuite, les 3 derniers mois au Vietnam, où l'entreprise était en train de créer un bureau de représentation et d'envisager un autre modèle de développement pour elle. Et puis ensuite, après ces 6 mois de stage, entre guillemets, avec un petit passage aussi au siège d'abord, j'ai commencé une mission pour l'entreprise ici au Vietnam. Et donc, quand tu commences la mission au Vietnam, c'est en VIE, c'est ça? Oui, en VIE. Alors, on est ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le VIE pour les jeunes qui souhaitent partir à l'international. Alors ça existe toujours, je crois, à ma connaissance, et c'est ouvert à tout type de personnes qui souhaitent partir à l'étranger, qui ont fait des études diverses, ingénieurs, commerce ou autres. Il faut faire la démarche, il faut chercher, il faut s'activer auprès d'entreprises françaises, d'administration, de son réseau, et essayer de trouver des opportunités. Voilà. Donc moi, ça a été par candidature spontanée auprès d'un certain nombre d'entreprises à qui j'ai écrit, et puis j'ai eu un retour, et
Oui, on écrivait à l'époque encore des lettres. C'est que j'ai connu une époque un peu particulière au début de ma carrière. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. Si, les premiers Motorola qui ressemblaient plus à des talkie-walkie. Voilà. Ouais. Mais on faisait des fax beaucoup à l'époque. Donc oui, une démarche volontaire de recherche d'opportunités. Pourquoi l'Asie ? Qu'est-ce qui t'attire ? Pourquoi tu as choisi l'Asie et pas les États-Unis, l'Amérique du Sud ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que on regarde souvent dans sa famille ou ses relations, il y a souvent des figures, des personnes qui sont qu'on apprécie beaucoup, qu'on regarde vraiment comme des exemples. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était ce type de personne pour moi et qui était expatrié, qui a vécu une portion de sa vie en Malaisie, une portion de sa vie en Afrique. Et j'aimais beaucoup cet oncle. Quelque part, il représentait un petit peu ce que je voulais devenir. Donc ça m'a influencé. Alors, il est allé en Afrique, en Asie, donc ça n'aurait pas été spécifiquement mon attrait pour l'Asie. L'Asie m'attirait aussi par son dynamisme économique, et puis aussi parce que c'était culturellement complètement quelque chose que je connaissais pas. Autant, quelque part, l'Amérique latine, le côté hispanophone, c'est très différent, mais il y a une base commune. Autant l'Asie, c'était un autre monde. Un autre monde qui avait une dynamique économique, socio-économique très forte. On parlait des dragons à l'époque, des dragons d'Asie du Sud-Est. Et puis dernièrement, en plus, il y avait aussi cet aspect attachement au Vietnam. Je pense que j'ai eu la chance de voir, quand j'étais petit, des contes de l'entreprise d'un de mes aïeux qui était dans la verrerie et avait vendu au Vietnam la verrerie du consulat à Saigon. Et je voyais ses comptes et son activité sur le Vietnam à l'époque, et je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de liens avec ce pays, et donc ça m'attirait plus d'aller au Vietnam. Donc, quand j'ai fini mes études à l'EDEC, je me suis inscrit aux langues orientales pour apprendre les bases d'une langue asiatique. J'ai regardé le Bahasa, j'ai regardé le vietnamien, et puis je me suis dit, tiens, je vais commencer à apprendre les bases du vietnamien. Et donc, en même temps que je cherchais un VIE ou un CSNE à l'époque, j'ai commencé à apprendre un petit peu les bases du vietnamien. Ok. Et quand tu arrives en Asie, ta première vision en tant que jeune Français qui sort des études sur l'Asie, les différences culturelles, qu'est-ce qui t'étonne le plus en arrivant à Kuala Lumpur, en Indonésie, puis au Vietnam ? Alors, oui, c'est un choc, hein, c'est un choc, mais pour moi, ça a été un choc positif dans le sens où, d'abord, ce qui m'a épaté, c'était l'énergie. Alors, qui vient aussi avec la densité de population. Donc, quand on est dans les rues de Saigon ou de Jakarta, il y a ce mouvement permanent, ce nombre. Et ça, c'est très étonnant. Ensuite, il y a plein de choses, mais la différence de richesse. À Jakarta, ça m'avait vraiment choqué en 96, lorsque je circulais à pied dans la ville, grande ville d'ailleurs, mais passer d'un quartier ultra riche à l'époque, avec des shopping malls modernes, des voitures de luxe qui circulaient sur certaines avenues pour aller dans les quartiers riches, et traverser des bidonvilles en même temps. Donc il y avait une extrême répartition des richesses que je connaissais pas, moi, que j'avais jamais vécu ou vu vraiment avant en France ou en Europe. Donc ça, c'était un choc. Ouais, cette disparité de richesse. Ouais. Et puis au Vietnam, le bruit, le mouvement permanent, cette énergie, ce chaos permanent, mais aussi cette fluidité que l'on voit en tout, cette diversité de couleurs, de parfums, de cuisine. C'est quelque chose qui souvent, lorsqu'on revient en France ou en Europe, nous marque. C'est-à-dire, on dit, mais où sont les gens ? Mais pourquoi c'est calme ? Pourquoi il n'y a pas de bruit ? Pourquoi il n'y a pas de gens ? Pourquoi à 8 heures du soir, il n'y a plus personne dans les rues ? Surtout quand on vient de Saigon, ça, c'est un choc.
quand tu es à Kuala Lumpur, en Indonésie, puis après au Vietnam, donc tu vas commencer par cette aventure, peu de temps à Kuala Lumpur, l'Indonésie, puis le Vietnam. Le Vietnam, au final, tu y restes combien de temps et qu'est-ce que tu occupes comme fonction chez Ipsen? Au total, je suis resté 6 ans pour mon premier passage au Vietnam. Et alors, il faut bien se rendre compte qu'au démarrage de l'entreprise ici au Vietnam, l'entreprise travaillait avec un partenaire local, société d'État. Donc en 96, il faut se rendre compte du degré de conservatisme et d'archaïsme, on va le dire, des méthodes de travail. Et c'est un grand choc. Au démarrage, on doit créer un bureau de représentation, recruter des Vietnamiens et commencer à structurer une activité marketing, commerciale, médicale. Donc on touche à tout. Au démarrage, j'assistais le general manager qui avait lui fait un VIE quelques années précédemment et essayait de lancer l'activité au Vietnam, ce bureau de représentation. Il venait d'avoir la licence. Donc on touche à tout comme assistant. On est obligé de faire un peu de marketing, on va faire du recrutement, on va faire de la comptabilité, on va travailler sur les affaires réglementaires pour le réenregistrement des produits. Et puis surtout, ouais, trouver les bonnes personnes, le noyau dur sur lequel on va construire l'entreprise. Je parle bien sûr de l'équipe vietnamienne. Et comment vous faites justement pour travailler avec le gouvernement, pour importer les produits d'Ipsen et faire en sorte que les organismes de santé vietnamiens acceptent de distribuer vos produits dans le pays? Et les temps changent, mais à l'époque, en 96, l'enregistrement des produits pharmaceutiques ou le réenregistrement, puisque c'est quelque chose qu'on doit faire de façon récurrente, à l'époque, c'était, je crois, tous les 5 ans, était beaucoup plus simple. Il y avait à l'époque une velléité des autorités forte de s'assurer que les entreprises étrangères investissaient au Vietnam, revenaient au Vietnam. Et à partir du moment où on avait des dossiers d'enregistrement de produits de pays de référence, la France en étant un, le processus de réenregistrement des produits était pas très compliqué. L'accès au ministère de la Santé, à l'agence du médicament vietnamien était relativement simple. Donc, il s'agissait de construire les dossiers. Alors, il y avait bien sûr un certain degré de bureaucratie, mais c'était relativement simple et pas trop long. Donc, il s'agissait d'avoir les dossiers en bonne et due forme, traduits en vietnamien, avec les signatures sur chacune des pages et un certain nombre de volumes, et aller à Hanoï, les déposer et puis répondre aux questions, modifier le contenu. Voilà. Donc, le réenregistrement des produits, c'était quand même chose de très important puisque ça a permis à l'entreprise d'investir dans le relancement ou le lancement de certains produits ici. Et donc voilà, de cette activité plus réglementaire, on est passé sur des activités beaucoup plus marketing et vente pour faire le succès de certains produits que les Français connaissent, comme Smecta ou Tanacan. D'accord. Voilà. Comment on recrute son équipe? Tu parlais de construire justement l'équipe vietnamienne ici. Comment est-ce que vous avez fait pour recruter les premières personnes qui ont fait partie de l'aventure Ipsen? Alors, on avait des personnes qui étaient dans une équipe de vente ici, qui était managée par une dame assez âgée, très traditionnelle, formée au moule, je dirais, des entreprises publiques vietnamiennes dans les années 80. Donc, il faut se donner une idée de l'état d'esprit, puis très traditionnelle aussi vietnamienne. Donc, quand je suis arrivé, la première réunion d'équipe que j'ai eue, il y avait une dizaine de vendeurs, visiteurs médicaux. Et puis, je me souviens toujours, c'était une salle un peu sombre chez notre partenaire local, avec un ventilateur qui tournait, ouvert sur l'extérieur, et même pas de fenêtre. Il y avait des cartons, des toiles d'araignée. C'était vraiment très particulier comme ambiance. Et puis, cette dame, elle s'est mise à parler et tout le monde l'écoutait sans dire aucun mot, sans poser de questions. Et pas pendant 2 minutes, pas pendant 10 minutes, mais pendant 3 heures. Et je comprenais pas, moi, un mot de vietnamien à l'époque, et j'avais quelqu'un qui me traduisait ce qu'elle disait. D'accord. Et je me dis, mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je comprends pas. Et puis, il y avait une visiteuse médicale
qui quand même posait une ou deux questions. Et souvent, elle se faisait un petit peu rembarrer par cette vieille dame. Mais tout de suite, j'ai repéré qu'il y avait quand même une personne ici qui avait envie de participer, qui avait envie de changer les choses, en quelque sorte. Donc, je pense que la première chose qu'on fait, on repérait les personnes qui avaient un état d'esprit plus ouvert et qui osaient poser des questions. Pour nous, c'était des signaux assez importants de potentiel, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, comment on recrute? Je dirais un peu comme partout. On cherche des personnes qui avaient un bon niveau de langue étrangère, ce qui n'était pas évident encore à l'époque, français ou anglais. On cherchait cette ouverture d'esprit sur l'étranger, sur l'envie d'apprendre, l'envie de changer les choses. Et cette énergie-là, eh bien, l'intégrer à nos équipes. Donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné, avec le patron de l'époque, un certain nombre de personnes qui sont restées avec nous pendant de nombreuses années. Je rencontrais encore il n'y a pas longtemps la personne dont je parlais à l'instant, qui était notre directrice, qui progressivement est devenue une directrice marketing pour nous. Qui posait des questions au début. Ensuite, a fait une carrière dans des grands groupes internationaux, Unilever et autres, et qui est restée une amie en fait. Et donc, on garde contact avec ces personnes qui ont fait partie de l'aventure initiale. Super. Tu fais 6 ans en Asie et après tu rentres. Alors un peu plus de 6 ans en fait. En fait, chez Ipsen, j'ai commencé comme responsable marketing et affaires réglementaires, et puis assez rapidement, mon patron de l'époque a été rappelé au siège et on m'a demandé de prendre la direction du Vietnam et du Cambodge aussi, basé à Saigon. Donc je me suis occupé de cela pendant 6 ans au total, et puis après, on m'a demandé chez Ipsen de prendre la direction Asie. Et la direction Asie était à Kuala Lumpur. Donc après 6 ans au Vietnam, je suis parti à Kuala Lumpur au tournant des années 2000 pour prendre la direction régionale d'Ipsen. Comment ça se passe quand on est sur un pays et que d'un coup on se retrouve à la tête d'un continent? Comment on s'organise en termes de méthode? Qu'est-ce qu'on met en place? D'abord, il faut compter sur l'équipe qui est en place et surtout sur le management pour organiser je dirais une exposition aux différentes équipes, pays, partenaires sur la région. Donc ce tour d'horizon, pouvoir le faire en compagnie de la personne qui était en charge ou de une des personnes en charge est important pour commencer. Après, changer de pays, découvrir un nouveau pays, au début, c'est toujours un choc. On est toujours perdu, on n'a pas de contact spécifiquement, surtout au démarrage de sa carrière. Et donc, il y a une période un peu de flottement et de doute et de complexité. Mais en même temps, être confronté à ce genre de situation, ça permet de garder une certaine jeunesse, je pense, une adaptabilité, et puis d'être confronté à des situations où on apprend. Donc, pour répondre à ta question, c'est d'abord découvrir les différents pays, les différentes organisations, les personnes, les partenaires clés. Créer de la confiance avec les personnes en charge dans chaque pays. Et puis voilà, et puis ensuite progressivement se faire une idée de ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, pourquoi. Et puis avec l'équipe, son équipe, essayer d'établir cet état des lieux ensemble. Et puis ensuite de déterminer ce que l'on veut faire ensemble sur les quelques années à venir, l'ambition, quelles sont les opportunités que l'on voit, et puis comment qu'est-ce qu'on va mettre en avant, sur quoi on va se concentrer, parce que comme dans toute entreprise, on peut pas tout faire, et comme dans toute entreprise, il faut faire des choix. Donc ça, c'est la deuxième étape avec l'équipe dirigeante, et bien sûr avec l'aval, en s'assurant que ces directions que l'on veut prendre sont alignées avec ce que veut la direction ou ce que l'entreprise a comme vision à moyen long terme. Mais j'ai eu la chance de vivre une épopée Ipsen avec des personnes qui étaient très entrepreneurs, qui étaient aussi
qui avait la valeur de l'entrepreneuriat et qui était prêt à donner confiance et à faire confiance et à donner les capacités d'agir. Je reviens sur ton aventure chez Ipsen, qui est donc à Kuala Lumpur, en Indonésie, au Vietnam, à Kuala Lumpur, et ensuite tu es rappelé au siège à Paris. Oui, en fait, je suis parti assez tôt de Kuala Lumpur. Je suis resté juste 2 ans dans cette mission. En fait, c'est un peu court. Quand on est patron d'un périmètre comme l'Asie, 2 années, c'est court pour vraiment imprimer des changements et durables. La première année, je pense qu'on apprend, on découvre, on se positionne, on construit quel va être le plan d'action sur les prochaines années. Puis on commence à rentrer dans l'implémentation, dans le dur, progressivement selon les pays et en deuxième année, je dirais. Et puis ensuite, bon, ben voilà, on a envie de continuer d'avancer. Et donc c'est un peu court. Et donc en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une restructuration au sein d'Ipsen. Il y avait la création de nouvelles zones géographiques et il cherchait quelqu'un pour piloter ce qui s'appelait à l'époque transcontinental, pour pas l'appeler intercontinental, mais qui regroupait l'ensemble des pays émergents, donc l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie hors Chine et Japon. Pourquoi Chine? Parce que la Chine pour Ipsen c'était à l'époque déjà la deuxième plus grosse filiale du groupe. Et donc c'était une filiale qui rapportait directement à la direction générale. Et Japon, parce que l'entreprise n'était pas présente au Japon, mais on était présent partout en Asie, de la Corée du Sud et partout en Asie du Sud-Est, sauf en Inde. Donc voilà, donc je repars, on m'appelle pour cette mission. C'était une mission, je dirais un challenge très intéressant, une opportunité de promotion et de découvrir de nouveaux horizons. Donc avec mon épouse, on a décidé de revenir en France, de s'installer donc en région parisienne, à Boulogne, et puis voilà, elle de suivre un MBA. Elle était enceinte. On a eu nos enfants, notre première fille à Paris juste après notre arrivée en 2004. Et enfin, une année ou 2 après. Et donc voilà, l'aventure a continué à l'international, mais basée en France, avec beaucoup de déplacements sur l'Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, Asie aussi. Donc un rôle un peu planétaire en quelque sorte, mais sur ces marchés émergents. Quand tu reviens après toutes ces années passées en Asie, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a frappé de l'environnement français, parisien? Alors, ce qui m'a frappé, c'est il y a plusieurs choses, bien sûr. La réadaptation est relativement rapide quand tu reviens dans un milieu que tu connais bien, comme la France, c'était le cas. La façon de travailler. Bon, je suis rentré en France, il y avait les 35 heures, il y avait il y avait une croissance qui était relativement limitée, donc je dirais la façon de travailler avec des personnels en France, c'est très différent parce que on n'a pas la capacité de faire évoluer ou de reconnaître des personnes en matière d'évolution salariale ou en matière d'évolution de rôle autant qu'en Asie, pour 2 raisons. La croissance fait que les structures sièges et ou françaises ne peuvent pas évoluer de façon aussi rapide. Et puis les contraintes réglementaires, les contraintes font que c'est très délicat ou difficile de motiver les très bons éléments en France à vraiment s'investir, à continuer de s'investir. C'est l'inertie je dirais, des pays qui ne sont plus émergents ou qui ont déjà atteint un certain niveau de richesse, et puis les contraintes réglementaires existantes, des 35 heures, les contraintes fiscales qui jouent sur les sociétés, qui font que il n'y a pas autant d'autonomie de décision et de possibilités d'évolution, tant salariale que poste, dans ces entités françaises. Et ça, c'est compliqué, surtout quand on travaille sur des pays émergents, où on travaille sur des fuseaux horaires compliqués. On a besoin de personnes qui sont flexibles. Donc oui, j'ai trouvé ça une grosse différence par rapport à l'ethos et
et les conditions que j'avais pour travailler en Asie, où j'avais des gens qui avaient faim d'apprendre, qui avaient envie de travailler et qui étaient prêts à travailler dur. Mais j'avais aussi une croissance du chiffre d'affaires qui faisait que on avait la possibilité et la nécessité de faire grandir l'entreprise, donc d'offrir des opportunités de croissance interne, mais beaucoup plus de flexibilité aussi au niveau croissance de la rémunération. Donc ça, il y avait plus de difficultés à trouver peut-être les bons profils ou les profils de compétences, mais plus de facilité à les engager dans le temps et à les motiver pour rester et grandir avec l'entreprise. Tu termines ton aventure avec Ipsen et tu enchaînes sur une nouvelle expérience avec Invida. Oui. Qui est devenue après Menari Asia Pacific. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette expérience ? Oui. Alors écoute, d'abord c'était peut-être très rapidement le contexte de pourquoi repartir en Asie. Donc là, Invida, tu es basé où ? Alors Singapour. Singapour, ouais. Ok. Donc Ipsen, je pense que j'avais fait le tour d'horizon. J'avais un poste au sein du comité exécutif. Et disons que je voyais plus d'opportunités de croissance et j'étais fatigué aussi. C'était un job quand même qui pèse beaucoup. Donc j'avais besoin de voir autre chose. Et puis je voulais soit aller vers une direction entrepreneuriale, monter ma propre société ou acheter une société, soit repartir en Asie. C'était les deux options. Et puis il y a eu la Lehman Brothers et la crise financière. Et j'avais une entreprise cible. Un leverage buyout était possible par rapport aux fonds dont je disposais. Mais l'ensemble du système financier s'écroulait et les banques ne prêtaient plus. Donc, rester en Europe à ce moment-là, c'est devenu une option, une non-option en quelque sorte. Et puis en fait, l'appel de l'Asie était très fort pour nous. Retrouver cette énergie, retrouver cette qualité de vie aussi qu'on avait vraiment à Saigon. Et puis ce dynamisme au niveau business. Donc voilà. Donc l'idée était de rechercher de nouveau un poste en Asie. J'ai par le réseau discuté avec un certain nombre de personnes et assez rapidement discuté avec le CEO de cette société Invida qui avait 5000 visiteurs médicaux, donc qui faisait de l'outsourcing commercial pour des grands laboratoires pharmaceutiques et équipements médicaux un peu partout en Asie. Et le patron à l'époque avait un souci, c'est qu'il avait beaucoup d'équipes, il n'avait aucun système de gestion de l'excellence commerciale et marketing, pas de process, pas d'outils, pas de structure. Donc je suis rentré pour mettre en place ces outils, cette structure et ces process, qui était une expérience très intéressante, très spécialisée aussi. Et donc au bout d'un an, les outils étaient en place, les process aussi, formation, management de la performance, outils CRM. On avait trouvé en interne une bonne personne avec un profil directeur des ventes qui nous semblait être la bonne personne pour prendre le relais. Et donc, moi, je cherchais à trouver un poste de direction générale, une responsabilité PNL. Au sein de l'entreprise, il n'y avait rien à l'époque d'intéressant. Il y avait un ou deux organisations PNL très grandes et qui pourraient m'intéresser en Asie. Toi, tu étais uniquement sur la direction, excellence opérationnelle à ce moment-là. Ouais, excellence marketing et vente. Et donc une fois que tout était en place, je cherchais une direction générale en fait de filiale. Et dans l'entreprise, il n'y avait pas d'intérêt. Donc au bout d'un an, j'ai commencé à regarder que c'était en place, donc chercher à l'extérieur. Et là où j'ai rencontré les personnes de DKSH, la société Diethelm Keller Sieber-Egner, qui est un grand groupe suisse, 30 000 employés et qui fait 95% de son business en Asie et qui est l'un des principaux distributeurs de produits de grande consommation et de médicaments, consumer health et équipements médicaux en Asie. Et donc, eux avaient une opportunité sur le Vietnam, une entreprise qui faisait déjà 200, 300 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'époque, 1000 personnes, une complexité qui m'attirait parce que j'avais travaillé dans l'industrie, mais j'avais pas encore travaillé je n'étais pas passé de l'autre côté dans le service à l'industrie.
ça m'a semblé intéressant de passer à cette étape. Revenir au Vietnam, à Saigon, oui, mais avec une entreprise beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe à gérer dans le service. Et donc, j'ai sauté le pas. Et donc, je suis rentré comme general manager de la business unit healthcare pour DKSH au Vietnam en 2011. Et là, je suis tombé dans un maelstrom que je ne connaissais pas, qui est celui du service où on travaillait. À l'époque, je pense qu'on devait avoir une quarantaine de clients internationaux. Et chacun de ces clients, une société comme Ipsen, mais aussi Sanofi, GSK, Bayer, etc. Et chacun de ces patrons pays ou régionaux, en fait, considère que tu leur rapportes. En fait, donc tu n'as pas qu'un patron, tu as 36 patrons qui veulent absolument que tu réalises un certain nombre d'actions pour eux dans la minute. Et c'était très intéressant, absolument extraordinaire comme expérience en termes d'apprentissage de la gestion de la qualité et de service, parce que c'est très compliqué de pouvoir driver un agenda de changement et d'amélioration des services et d'innovation, en même temps qu'on répond aux services au quotidien d'un très grand nombre de clients qui ont des agendas très différents et qui changent au jour le jour et qui ont des situations d'urgence, de crise qui changent au jour le jour. Donc en même temps, avoir un agenda qui est impossible de structurer sur plusieurs semaines et de pouvoir avoir suffisamment de temps et d'énergie pour avancer sur le développement de nouvelles capacités, de nouveaux services. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper motivant et oui, et vraiment passionnant. D'un point de vue organisationnel, comment tu faisais pour gérer ce double agenda, si je puis dire, à court terme et à moyen long terme, on va dire, à quelques semaines? Il faut avoir les bonnes personnes. Il faut aussi être capable de s'adapter très vite. Donc voilà, il y a pas de miracle. Il faut avoir les bonnes personnes dans son équipe dirigeante, engagées, et puis soi-même être très flexible, être capable aussi de travailler dans des horaires un peu particuliers, parce que il faut pouvoir par moment travailler très tard, travailler le week-end. Voilà, il faut vraiment être à disposition avoir cette flexibilité. Oui, j'ai souvenir de ces phases initiales, les premiers 3 à 6 mois où c'était des horaires vraiment, vraiment très, très lourds, parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses que je comprenais pas, et puis aussi la velléité de bien faire, de marquer et de bien faire, de conquérir aussi, d'avoir de nouveaux clients, etc. Donc, oui, il faut cette capacité-là. Mais je pense, DKSH, pour moi, était la meilleure école que on pouvait imaginer pour apprendre à gérer cette complexité. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres entreprises où on a une telle difficulté, une telle complexité à gérer, à la fois en matière de process, parce que pour pouvoir importer et distribuer des produits pharmaceutiques et de l'équipement médical, il y a une chaîne de la qualité qui est extrêmement importante et pas facile dans les pays émergents. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qui est les services de commerciaux, marketing, où la compliance ou l'éthique est vraiment critique, parce qu'on travaille pour des laboratoires internationaux et ce qui se passe sur ces pays émergents peut avoir des conséquences pour eux globalement. Donc la gestion de l'efficacité dans la compliance était vraiment incroyable. Et puis les cas de figure auxquels on est confronté, que ce soit au niveau commercial, marketing, distribution, service, c'est unique. Donc on apprend beaucoup de tous ces cas de figure et de la capacité à justement y répondre dans les meilleures possibilités. Je disais souvent aux personnes qui voulaient rejoindre DKSH, est-ce que vous êtes prêt à jouer au tennis avec 15 balles qui vous arrivent dessus et à sélectionner les 3 ou 4 que vous allez vraiment taper comme il faut, et les autres, savoir ne pas y répondre, les opportunités, vous pouvez pas tout prendre.
Et puis parfois, il faut être en mesure de déterminer le niveau de qualité nécessaire pour répondre à certaines choses, parce que répondre à 100% à tout, c'est impossible. Et donc c'était un petit peu ce jeu de ce sport-là en fait pendant des années, et je pense que c'était vraiment un apprentissage exceptionnel. Je le recommande à tous ceux qui veulent apprendre à gérer un business à la fois qui ouvre énormément d'opportunités en termes d'innovation, parce que on parle de services, mais aussi qui nécessite une discipline et une adaptabilité unique pour pouvoir répondre aux services et les délivrer de façon qualitative à tous les clients. Là, tu es directeur général au Vietnam, ouais. de la branche DKSH Healthcare. Et puis, tu repasses très vite sur des postes plus régionaux. Moi, j'ai noté que tu es passé VP régional, où tu as managé une business unit, puis VP du business development, puis VP du business development et de la stratégie, puis VP global client et customer service. Est-ce que tu peux nous expliquer les cheminements et les périmètres qui sont liés à chacun de ces postes, et comment tu fais à chaque fois pour t'adapter et justement frapper que 4 balles sur 15, parce que j'imagine que plus on monte, plus il y a de balles, c'est plus forcément 15, mais une vingtaine, trentaine qui t'arrivent dessus tous les jours. Oui, alors à chaque rôle, sa complexité différente. Écoute, en fait, j'étais patron de la business unit healthcare au Vietnam. Le business fonctionnait très bien. On avait une superbe croissance. On avait de nouveaux clients. On atteignait au-delà de nos objectifs à la fois en top line et en bottom line. Voilà. Donc évidemment, quand les choses se passent vraiment bien comme ça et que l'entreprise regarde, qu'est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que la personne peut apporter de la valeur sur des périmètres un peu plus élargis. Et donc, la logique était aussi une prise de relais de la personne qui était en charge du périmètre Indochine. On disait toujours Indochine à l'époque, mais c'était Vietnam, Cambodge, Laos et Myanmar. Et donc, après 3 ans comme patron Vietnam, j'ai pris le relais et on m'a donné la responsabilité du PNL sur ces 4 marchés. Il faut savoir que DKSH est leader au Myanmar, au Cambodge. Laos, c'est tout petit, mais c'est une entreprise qui a un poids important pour tout ce qui est accès aux produits de santé dans ces marchés, qui représentent un maillon essentiel en fait de la santé dans ces pays. Quels ont été tes plus grands challenges ou le plus grand challenge que tu as rencontré sur tes 13 années chez DKSH Healthcare? Est-ce que tu as un exemple là qui te vient en tête? J'imagine qu'il y en a eu des dizaines. Alors ça dépend si tu parles de challenge récurrent ou si tu me parles de challenge en termes de situation particulière. Je parle plutôt de situation particulière. Alors, situation particulière, le plus gros challenge que j'ai rencontré dans ma carrière, toute expérience confondue du début jusqu'à maintenant, ça a été chez DKSH lorsque j'étais patron du BD, du Business Development et Commercial Excellence et Digital Acceleration. Mais bon, bref. Dans ce rôle-là, à un moment donné, l'entreprise a été confrontée à une situation vraiment de crise grave, avec lors d'un transfert de centre de logistique à Singapour, je dirais le déraillement de l'ensemble de nos activités logistiques. Et donc, on passait d'un système manuel à un système automatisé. Et il se trouve que ce changement de distribution center, de centre logistique, a dérapé complètement pour des raisons diverses, mais l'entreprise s'est trouvée dans une situation où elle avait l'ensemble des produits de ses clients qui étaient dans un warehouse, mais l'incapacité de savoir où était quel produit pour répondre aux demandes du marché. Et je rappelle que on représente un très grand nombre d'entreprises pharmaceutiques, d'équipements médicaux,
Certains de nos produits sont, des produits des DKSH sont des produits qui sauvent la vie des patients aux urgences, en salle d'opération, ou des produits qui sont pour des patients qui souffrent de maladies chroniques, des cancers ou autres. Et comme on est l'un des importateurs et distributeurs clés en Asie, on représente une portion très importante des produits nécessaires à la gestion de la santé dans ces pays. Et lorsque cette situation arrive, je pense qu'on peut imaginer le niveau de crise qu'il peut y avoir si dans un hôpital, un patient va passer en salle d'opération dans 2 heures et il a besoin d'un produit, ou le chirurgien a besoin d'un produit particulier, et on le trouve pas. Il est là sans doute quelque part dans le distribution center, mais c'est un chaos. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a bien réagi. Je pense qu'elle a tout de suite envoyé le maximum de personnes possibles sur place pour s'organiser en équipe, pour pouvoir répondre le mieux possible aux besoins des hôpitaux, des pharmacies. Et voilà, 17 heures par jour, parce que c'était un peu ça pendant c'était une semaine, 2 semaines in, une semaine out. Travailler à sauver des vies, travailler à s'assurer qu'on va trouver la boîte, aller la livrer à 2 heures du matin par soi-même, parce que tout le système est désorganisé. Et puis petit à petit revenir à contrôler. Donc là, le challenge le plus important de ma vie, c'était celui-là. C'était pendant ces quelques semaines où on avait perdu le contrôle de la logistique sur ce warehouse. Warehouse, c'est un centre de stockage. Centre de stockage et de logistique. De pouvoir répondre à la demande des hôpitaux et des cliniques et des pharmacies. Éviter la situation catastrophique où certains patients se retrouvent dans une situation critique pour leur santé parce que on n'a pas réussi à trouver le produit nécessaire pour leurs soins, et puis progressivement retrouver le contrôle. Donc organiser en une nuit le transfert avec 36 containers par camion d'un très gros client américain dans un autre centre logistique pour pouvoir désengorger le centre existant et pouvoir dans la nuit remettre en place une logistique qui tienne la route sur ce client. Voilà, c'était un challenge énorme d'un point de vue physique, mental. Et puis, bien sûr, j'avais mes équipes ou certaines de personnes qui venaient. Je leur ai dit, vous n'avez pas d'obligation, mais vous pouvez venir avec moi. Et puis, on a fait ça avec plein d'autres équipes. On fait ça. Et c'était une aventure extraordinaire, mais un challenge physique, mental que je n'avais jamais connu auparavant. Qui forge le caractère, je pense. Et aussi qui te permet de voir les valeurs intrinsèques des personnes dans une société. Donc la façon dont l'entreprise a réagi et un très grand nombre de personnes, parce que c'est les gens qui font l'entreprise, ont réagi pour sauter, pour vraiment aider, pour y aller, pour pas regarder, je dirais, l'impact sur leur propre santé presque, pour pouvoir éviter la catastrophe et aider les patients. Je pense que c'était aussi une très belle expérience. Et en fait, on a réussi progressivement à reprendre le contrôle et à remettre en place les choses. On a évité les catastrophes, on va dire. Donc oui, c'était l'expérience la plus incroyable en termes de challenge que j'ai vécu d'un point de vue professionnel et même personnel dans ma carrière. Mais c'est de se dire qu'il y a cette solidarité qui se crée, et surtout là, on parle de différences culturelles depuis le début, de différents pays, etc. Là, tout disparaît d'un coup et tout le monde ne pense plus qu'à une chose, c'est délivrer le produit au patient. Oui, alors après, on n'enlève pas la problématique du langage, des différences culturelles, de communication. Et puis, il faut imaginer les tensions qu'il peut y avoir en interne aussi dans ces situations. Pour les prises de décision, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, et par moments, des discussions avaient lieu. Est-ce qu'on a vraiment la capacité ? Est-ce qu'on fait appel à l'armée ? Est-ce qu'on fait appel ? Donc il y a beaucoup de tensions.
et maintenir, après garder le cap par rapport à qu'est-ce qui est le plus important et s'assurer que tout le monde ait sa part de boulot et organiser ce travail de la façon la plus efficace possible. C'était une expérience assez très enrichissante, mais aussi un challenge particulièrement épuisant physiquement et mentalement. Ouais, j'imagine. Impressionnant. Donc, tu termines ces 13 ans chez DKSH et là, on vient au sujet par lequel tu t'es présenté tout à l'heure. Alors, 11 ans chez DKSH. C'est 11 ans, pardon. C'était 13 ans mais... chez Ipsen. Et tu viens intégrer Hello Health Group. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait, la transition? Alors oui, écoute, d'abord, après un très grand nombre d'années dans des grandes entreprises internationales, j'avais une velléité à aller vers quelque chose de plus entrepreneurial. Et puis, j'étais très attiré par la santé digitale. Donc, dans mon dernier rôle au sein de DKSH, l'une de mes responsabilités, c'était d'accélérer le développement des solutions digitales en interne au sein de DKSH. Donc, les plateformes d'interaction avec nos clients, à la fois les clients dans les marchés, donc les hôpitaux, les pharmacies, et nos clients qui sont nos fournisseurs aussi, les laboratoires pharmaceutiques, équipements médicaux et laboratoires et producteurs de tests. Dans ce périmètre-là d'activité, j'avais commencé à mettre en place un nouveau business model pour DKSH centré sur le patient. Et ce business model digital centré sur le patient, on le construisait sur une plateforme digitale pour la gestion de ce que l'on appelle les programmes patients. Donc, dans tous les pays, les entreprises cherchent à mettre en place des programmes spécifiques pour soit aider financièrement des patients qui n'ont pas la capacité de payer, soit développer l'adhérence des patients à leur traitement, soit permettre l'accès à certains médicaments qui ne sont pas forcément tout de suite enregistrés ou en cours d'enregistrement. Donc l'idée, c'était de construire cette activité-là et d'avoir une base, une plateforme digitale, et puis progressivement de développer sur cette plateforme davantage d'utilité pour les patients et de construire un modèle qui soit beaucoup plus centré sur le patient. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps et il y a eu une réorganisation au sein de l'entreprise dont j'appelais certains changements de mes voeux, tout en sachant que ces changements peut-être allaient impacter mon rôle. Mais pour moi, il était temps d'envisager de faire autre chose. J'avais fait le tour de tout ce qui était business développement et commercial pur. Je voulais aller vers davantage de digital, enfin de santé digitale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, moi, j'aurais bien continué à faire du digital avec DKSH, mais c'était pas le moment pour eux d'investir de façon importante en acquisition, par exemple, pour accélérer ce business model. Et la stratégie était d'abord d'utiliser ces fonds pour accélérer le développement de tout ce qui est commercial outsourcing et distribution en acquérant des sociétés travaillant dans le même domaine. Et je le comprends. Donc, mais comme il y avait ce différentiel en termes d'ambition, j'ai préféré ne pas continuer avec des KSH et j'ai pris un break d'abord pour réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, puis commencer à prendre des contacts avec des sociétés plutôt dans le domaine digital, donc plus des startups ou dans ce domaine. Et puis LOL, c'est une société dans laquelle j'avais investi en 2016 à la création. Donc je connaissais bien le créateur, je connaissais bien aussi le chairman du board, parce que c'est quelqu'un qui était à un moment donné mon patron chez DKSH. Et donc voilà, j'étais en contact avec ces personnes et ils sont venus me voir pour me demander si j'étais intéressé pour prendre le relais du fondateur et CEO comme CEO de l'entreprise. Et donc je me suis dit que c'était une expérience intéressante qui correspondait à ce que j'avais envie d'essayer de faire. Et donc voilà, donc je me suis lancé j'ai pris le job de CEO de Hello Health
mi-septembre l'année dernière, donc il y a presque un an. Et voilà, et donc une nouvelle aventure, beaucoup d'apprentissage, énormément d'apprentissage, des challenges très différents dans une start-up qui n'est pas encore profitable comparé à des grands groupes internationaux structurés et qui sont profitables. Donc beaucoup d'apprentissage et oui, un challenge quotidien passionnant. Vous faites quoi aujourd'hui, Hello Health Group? Alors Hello Health Group, c'est comme j'expliquais auparavant, c'est une entreprise qui a créé des sites internet dans 8 pays d'Asie du Sud-Est. Et ces sites internet fournissent de l'information médicale, santé, bien-être médicalement vérifiée à la population générale. Donc en France, on a Doctissimo qui fait ça. À l'international en anglais, c'est WebMD ou Healthline. Dans une certaine mesure, Mayo Clinic fournissent ce genre d'informations. Alors comment ça fonctionne? Les gens cherchent sur Google de l'information sur une condition, une pathologie, un symptôme. Et les algorithmes de Google vont proposer un certain nombre de sites qui peuvent répondre à ces questions. Et nos contenus nous permettent d'être parmi les premiers sites qui sont cités. Et donc, les personnes vont aller cliquer sur le lien et venir sur nos sites. Donc, on a plus de 100 000 articles, infographies, vidéos liées à la santé, au bien-être, qui couvrent tous les domaines de la santé de A à Z, de choses comme le fitness ou comment être un bon parent ou les problématiques liées à la grossesse, la nutrition, aux choses complètement médicales, le diabète, l'hypertension, les différentes formes de cancer, etc. Donc, on fournit ça gratuitement à notre audience. On a 26 millions de personnes qui viennent sur nos sites chaque mois. En Asie, on est numéro 1 dans 4 pays, numéro 2 sur 2 pays, numéro 3 sur 2 autres pays. Et puis, au-delà de ça, on a développé des outils de santé simples, des outils qui permettent de diagnostiquer ou d'évaluer le risque que l'on a par rapport à certaines pathologies. Donc, on fournit ça gratuitement à notre audience. Et en fait, on génère du chiffre d'affaires par de la publicité, de l'espace publicitaire, du contenu sponsorisé. Par exemple, un grand laboratoire va vouloir parrainer les articles qui sont des articles non commerciaux, qui sont des articles vérifiés médicalement et qui n'intègrent pas de nom de marque, mais qui sont liés au diabète, par exemple. Et donc, l'ensemble des articles vont voir apparaître le nom d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une marque de consumer health ou de medical device, éventuellement. Et puis, nous avons une capacité à identifier des audiences particulières qui correspondent à certaines cibles pour nos clients de l'industrie pharmaceutique ou de l'équipement médical, de leur proposer un certain nombre d'expériences ou d'actions à prendre à effectuer, ou de les amener vers nos clients pour que eux leur proposent soit une offre promotionnelle pour un lait, soit une aide par rapport à une activité de diagnostic, ou on peut leur proposer d'aller effectivement voir un médecin pour consulter parce qu'ils ont un risque important par rapport à une maladie. C'est ça, aujourd'hui, vous êtes vraiment au milieu du triptyque, les utilisateurs qui sont aussi des patients, les entreprises et également les unités de santé. Tout à fait, ouais. On fait le lien et je dirais qu'on a une capacité d'abord à éduquer par rapport à la santé un très grand nombre de personnes en Asie, puisqu'on est en langue locale, pour qu'ils comprennent certaines conditions, leurs pathologies et quelles actions ils peuvent envisager par rapport à celles-ci. Et puis progressivement, on construit un écosystème de solutions digitales pour les patients consommateurs. Donc on lance l'équivalent de Doctolib sur le Vietnam et l'Indonésie.
On a plus de 4000 médecins qui sont sur notre plateforme, qu'on peut accéder et avec qui on peut mettre en place une consultation en ligne ou prendre un rendez-vous pour aller le rencontrer. Donc on lance ça au Vietnam, en Indonésie. On va lancer une e-pharmacie qu'on va tester au Vietnam. On va lancer une app. On l'a lancé au Vietnam, une app qui a le premier assistant santé digital en intelligence artificielle, puisqu'on utilise la technologie GPT depuis plusieurs années, nous, pour construire du contenu, des brouillons de contenu. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, c'est comment vous générez ces 100 000 articles dans différentes langues? Alors, on a nos équipes d'éditeurs et de, je cherche mes mots en français, c'est le problématique de partir à l'étranger en Asie, on perd son français, de writers, donc de rédacteurs, merci, dans tous les pays. Donc, ça nous permet d'avoir d'abord de nous assurer qu'on construit un contenu qui est adapté culturellement et réglementairement à chacun des pays. Donc, on a nos équipes qui font cela en permanence, à la fois pour créer, mais aussi pour mettre à jour nos contenus. On utilise un réseau de plus de 500 médecins et spécialistes dans leur domaine, puisqu'on a aussi des articles sur la nutrition, des articles sur la médecine traditionnelle, qui est très importante, par exemple, en Asie et en particulier en Indonésie, au Vietnam. Donc, on a un réseau d'experts médicaux et dans leur domaine spécifique qui viennent revoir nos articles. Donc, ça, c'est la base de notre contenu. Mais on a aussi utilisé la technologie de Generative AI pour aller sourcer sur certains domaines d'intérêt, d'aller construire des articles brouillons en utilisant uniquement ce que l'on a sélectionné comme source de qualité et de confiance. Donc, l'outil ne va pas chercher, l'algorithme ne va pas chercher partout sur Internet. On a sélectionné en fait 600 sites, la majorité en anglais et internationaux, mais un certain nombre de sites aussi locaux, qui sont médicalement vérifiés, qui sont des sites standards et qui ont un haut standard de qualité pour construire des articles brouillons. Donc, on a augmenté notre productivité de brouillons, en quelque sorte. Ensuite, ces brouillons passent dans les mains des rédacteurs qui, eux, vont transformer de façon importante le contenu, puis auprès de notre éditeur, puis auprès de nos experts qui vérifient les contenus. Alors, on fait ça dans certains pays, et pas de façon systématique, mais ça nous aide à améliorer la productivité, bien sûr, en matière de production de contenu. C'est combien d'employés aujourd'hui, Hello Health Group? Alors, Hello Health, on est 260 personnes aujourd'hui sur 8 pays, avec une grande 2 pays qui représentent la majorité de nos équipes, le Vietnam et l'Indonésie, qui sont nos 2 plus importants pays. Le Vietnam est aussi notre pays clé en matière de services centraux, puisque l'ensemble de notre équipe digitale et technologie sont au Vietnam. Et puis nos services support, RH, finance, pour l'ensemble des activités sont aussi au Vietnam. Okay. Et la boîte est incorporée à Singapour, notre holding est à Singapour, et voilà, on est présent sur 8 pays, donc Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Indonésie, Taïwan, Cambodge, Laos. Et je n'oublie personne, je l'espère. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaite entreprendre dans le domaine pharmaceutique sur des produits digitaux? Mon conseil, ça va être un peu bateau peut-être, mais c'est d'abord, je pense, crucial. Identifier les produits et le marché qui vont faire le succès commercial de l'entreprise. Souvent, les entrepreneurs dans le domaine de la santé digitale ont une velléité à améliorer la santé dans les pays ou auprès de certaines communautés, ce qui est une entreprise excessivement louable, et c'est la nôtre aussi au sein d'Hello Health. Mais en parallèle de cela, il faut vraiment bien réfléchir à quel va être le service, à quel est le marché pour ce service, quel est le niveau de concurrence, comment ce service va se différencier pour gagner d'un point de vue commercial. Numéro 1. Numéro 2, c'est ne pas négliger la complexité de se faire connaître, de créer un nom, de développer donc la possibilité de commencer par
un marché où on connaît les clients, où on a les relations clients, c'est plus simple. Troisième advice, ne vous lancez pas sur plusieurs pays à la fois. Je dirais, essayez de vous concentrer sur 1 ou 2, 3 pays maximum. Ça dépend des fonds dont vous disposez. Et puis, soyez réaliste quant à la rapidité à laquelle vous allez pouvoir déployer vos services commerciaux ou les revenus. Mais ayez tout de suite en tête comment vous allez commercialiser, ce que vous allez commercialiser, et que ça corresponde à un marché existant, que ça corresponde à une façon de travailler de vos clients aujourd'hui et pas futur. C'est mon conseil premier pour un succès. Ensuite, si vous avez l'idée déjà de une façon de travailler qui va être optimisée ou qui va permettre à vos clients d'améliorer leur retour sur investissement, leur productivité, très bien. Mais si ça nécessite un changement de façon de travailler de vos clients, alors commencez par quelque chose qui n'est pas cela, mais qui est adapté à leur façon de travailler aujourd'hui. Quel est aujourd'hui ton indispensable ? Ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as un outil, une application, un livre, une méthode de travail que tu utilises de façon récurrente et qui te permet de mieux t'organiser ou d'avancer Alors d'abord au niveau l'essentiel, le choix des personnes avec qui on travaille. J'ai appris d'un mentor qui est un de mes anciens patrons, donc, de sélectionner des personnes qui avaient la passion et qui étaient persévérants. Et quelle que soit leur expérience technique, leur savoir-faire plutôt technique, le plus important, c'est le caractère. Et c'est d'avoir des personnes qui ont une passion et qui ont un moteur, une envie forte et qui sont persévérants. Alors bien sûr, des gens qui peuvent le montrer ou l'expliquer dans les faits en matière de leur capacité de travail aussi. Mais ça, c'est pour moi un indispensable. Et trouver ces personnes n'est pas évident, mais ça doit venir avant les compétences techniques, bien avant tout autre point pour moi. Deuxièmement, un autre mentor m'a appris une devise très simple, c'est une idée, une action. Ne jamais s'arrêter à lister une idée, mais toujours décider d'une action. Et cette action peut être, on arrête tout ici, mais décider, avoir une action derrière une idée qui est générée lors d'une réunion. C'est con, hein, c'est simple, mais je trouve que c'est un bon axiome simple. Et je salue Claude Cholet, mon ancien mentor au sein d'Ipsen, qui m'a donné ça. Ensuite, je peux recommander un livre, je pense, qui m'a beaucoup marqué et que j'utilise souvent, que j'ai utilisé à multiples reprises pour conduire le changement dans l'entreprise. C'est un livre d'un auteur qui s'appelle Kotter, K-O-T-E-R, qui est un professeur à Harvard qui a beaucoup travaillé sur le leadership du changement. Et donc, il a énormément étudié de cas d'entreprise pour déterminer ce qui expliquait le succès ou l'échec de certaines entreprises à conduire des changements importants. Changement d'organisation, changement de méthode de travail, changement de produit. Et en fait, ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est qu'il y a énormément d'entreprises où le changement échoue. Il y a 90% d'échecs pour 10% de succès qui restent dans le long terme. Parce qu'il y a aussi beaucoup de succès qui, au bout de 2-3 ans, tombent en désuétude ou, comme on dit en français, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, on revient vers ce qu'on faisait avant, etc. Et lui, il a développé une technique, enfin une méthodologie avec 8 étapes pour la conduite du changement. Je recommande à tous ceux qui sont leaders d'entreprise ou qui ont velléité à le devenir, même ceux qui sont pas forcément à un poste de dirigeant d'entreprise, mais qui ont une équipe à diriger, qui veulent driver du changement de façon forte dans leur périmètre de responsabilité, de lire ce livre, parce que cette méthodologie, elle est applicable partout et je pense très efficace.
Et puis, elle est relativement simple. Donc, c'est pas quelque chose qui nécessite des outils compliqués, etc., black belt et compagnie, mais de suivre certaines étapes et de ne pas passer trop vite à certaines étapes aussi. Et puis après, en termes de leadership, moi, j'ai un ethos que j'aime bien, qui est celui que l'ancien CEO de Lego, celui qui a fait exploser positivement l'entreprise entre 95 et 2005. Je pense que le chiffre d'affaires et la profitabilité de Lego sur cette période a été accru de façon exponentielle. Et son leitmotiv, c'était le blâme, ça n'est pas pour l'échec. Le blâme, c'est pour ne pas avoir réussi à aider à temps ou ne pas avoir demandé de l'aide à temps. Et je trouve que ça, c'est une façon de penser dans l'interaction entre leaders d'une équipe dirigeante qui me semble très très bonne. D'abord, c'est facile de pointer du doigt quelqu'un qui s'est planté. C'est très facile et ça apporte rien. Ça crée du conflit, ça crée voilà. Par contre, être en mesure en permanence de s'ouvrir à je vais t'aider toi, même si c'est pas mon périmètre de responsabilité, et proposer son aide. Ensuite, voir si c'est possible de la donner ou pas. Mais au moins d'être dans une optique de je ne suis pas dans mon périmètre à moi uniquement. Voilà, je veux aider sur tes problèmes. Je veux t'aider toi à résoudre tes problèmes. C'est comme ça qu'une équipe dirigeante fonctionne le mieux. Si on a cette attitude les uns envers les autres, on peut tout faire presque. Après, il y a une autre attitude très importante, c'est de lever la main en disant j'ai besoin d'aide, attends. Parce que beaucoup de personnes ont peur de l'échec, ont peur d'être jugées incapables, ont peur de se dire ah mais si je n'arrive pas à le faire, je vais pas être vu bien par la hiérarchie, et donc ne demandent pas d'aide à temps. Et finissent par se planter ou planter davantage l'entreprise que si on avait pris ce problème suffisamment tôt, ensemble, on aurait trouvé des solutions. Donc, être en mesure de savoir et de comprendre si on est capable de faire ou pas, dans quelle mesure j'ai la possibilité, soit en termes de ressources quantitatives ou qualitatives, de faire, et en fonction de cette analyse, ne pas hésiter à demander de l'aide. Attends. J'ai trouvé ça génial et je pense que j'essaie de l'appliquer au jour le jour avec mes équipes. Voilà, et de leur donner cet ethos. Voilà, il y a un autre concept en anglais qui est très intéressant, je trouve, c'est le concept de authorship et victimhood. Et d'où dérive le concept de responsabilité. Et en anglais, responsabilité, c'est responsibility. Ability to respond. En quelque sorte, ce concept, c'est s'assurer quand on est un leader d'équipe d'entreprise de ne pas réagir à tous les stimuli que l'on reçoit, parce que la façon dont on réagit, si on réagit de façon, je dirais, instinctive tout de suite, on va réagir en fonction d'une façon de comprendre les choses, de notre périmètre passé d'expérience, de notre référentiel moral, et chaque personne a un référentiel différent là. Et si on réagit, parfois on peut être très négatif en quelque sorte. Et il y a toujours une réponse qu'on peut donner, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ce stimuli qu'on vient de recevoir et choisir sa réponse. Et dans la mesure du possible, si on vit en entreprise, on travaille en entreprise, de choisir une réponse constructive. Alors, ça peut paraître bateau comme mot, mais beaucoup de gens vont, par exemple, critiquer un travail mal fait ou une situation particulière, mais s'ils le font et qu'ils s'arrêtent là, ils sont dans un mode de victime. Ils seront dans un mode auteur s'ils le font et qu'ils proposent des solutions constructives pour résoudre une problématique, qu'elle soit actuelle ou passée. Donc cet état d'esprit de voir des gens qui sont capables de répondre au lieu de réagir,
qui sont capables de ne jamais critiquer sans apporter une proposition d'action ou de solution, c'est, je pense, un élément clé aussi de réussite des équipes et des entreprises. Ça fait un peu écho à la dernière question que je veux te poser. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader sans frontières ? Un leader sans frontières, c'est un leader déjà qui cherche à voyager, pas uniquement physiquement, mais dans ses expériences de travail et de vie. Donc c'est quelqu'un qui va rechercher des expériences en dehors de sa zone de confort, qu'elles soient évidemment aller travailler dans un nouveau pays, voilà, mais éventuellement changer complètement d'entreprise ou de secteur d'activité, de rôle, pour en se confrontant à ces situations, à ces problématiques, construire davantage de cordes à son arc et devenir un meilleur leader. Voilà, je pense que c'est ça un leader sans frontières pour moi. Est-ce que tu as une personne à me recommander qui serait intéressée pour venir partager son parcours dans ce podcast des leaders sans frontières ? Ici au Vietnam, oui, tu en as un paquet. Hein. J'en connais un certain nombre qui, à mon avis, seraient intéressants pour le podcast. Je pense que des personnes comme Éric Merlin, des personnes comme Olivier Rossin, des personnes comme Daitu. Je pense qu'ici, l'intérêt pour toi, c'est de te trouver des personnes qui aussi ont été entrepreneurs, ont créé leur propre entreprise, qui te donneront peut-être un périmètre d'expérience différent du mien, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des grandes entreprises. Donc oui, ces personnes-là que je viens de citer me semblent des personnes intéressantes. Super, je les contacterai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bertrand ? Peut-être si on souhaite te contacter sur LinkedIn. Écoute, sur LinkedIn, bien sûr. Si des personnes souhaitent me contacter pour une raison X ou Y, sur LinkedIn, bien sûr, avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Bertrand, pour cet échange et cet enregistrement. Merci à toi, Paul. Et puis, bonne route. Je pense que c'est une super initiative. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Vous pouvez faire partie de la communauté des leaders sans frontières en me rejoignant sur LinkedIn ou sur Instagram. Et n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières.